Alors, avant de voir les premières étapes de cette guerre conventionnelle, il est primordial de nous pencher sur le visage des deux armées qui vont ici s'affronter, ce qui va nous amener à revenir quelques années en arrière, jusque dans les années 1960. Commençons du côté somalien. Selon Patman, dans son article numéro 71 des études européennes et soviétiques intitulé The Soviet Union in the Horn of Africa, l'armée nationale somalienne, l'ANS, comptait à la fin des années 1960 à peine 10 000 hommes équipés de matériel soviétique. 150 chars T-34 version 85, c'est-à-dire équipés du canon 85 mm, 60 véhicules blindés dont des BTR 152, 18 chasseurs, Mi-15 et Mi-17, et 27 autres appareils de divers types. Autant dire que c'est peu. Et surtout, il s'agit de matériel assez ancien, les Mi-15 et Mi-17 étant produits en URSS entre la fin des années 40 et les années 1950. Et quant au T-34, il était déjà utilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il a arrêté d'être produit en 1958, c'est-à-dire qu'on a déjà un matériel qui a plus d'un quart de siècle. C'est donc vraiment peu, d'autant plus qu'en face, à la fin des années 1960, l'armée impériale éthiopienne comporte 41 000 hommes, dont près de 38 000 dans l'armée de terre, organisée en 4 divisions, dont celle de la garde, chaque division comportant entre 8 et 12 000 hommes. Cette armée éthiopienne comporte en outre une armée territoriale constituée de paysans, mal entraînés, mal organisés et levés par les provinces. Étant donné que l'Éthiopie du temps de Sélassié était clairement partie prenante du camp occidental, je rappelle que des unités éthiopiennes ont participé à la guerre de Corée dans le cadre de l'intervention de l'ONU, eh bien les États-Unis ont fortement aidé l'armée éthiopienne, fournissant dans les années 1950-60 300 conseillers militaires et du matériel. Si bien qu'à la fin des années 60, début années 70, cette armée éthiopienne comprend 50 chars M41, les fameux Walker Bulldog, et M24 Shefi, 40 véhicules blindés, 43 appareils, dont 6 Canberra B2, 12 F86, 8 Saab 17, 8 F5, 6 T28 et 3 T33, et des dizaines d'autres appareils de transport, dont des C-47, ainsi que 3 hélicoptères Alouette. Ces effectifs et cet encadrement américain fait de l'aviation éthiopienne l'une des plus entraînées et équipées d'Afrique. Donc, à la fin des années 1960, la balance penche clairement en faveur de l'armée éthiopienne, qui est bien plus nombreuse et qui dispose d'une aviation supérieure à ce que possède la Somalie. Mais à ce moment-là, c'est pas un problème, dans le sens où il n'est pas question de guerre pour l'instant. Mais à partir des années 70, eh bien, plusieurs dynamiques vont faire évoluer cet équilibre. Il y a bien sûr les changements politiques. L'arrivée au pouvoir de Siad Barre fait que la Somalie devient un allié potentiel de l'URSS dans la région, d'autant plus que l'URSS a besoin de compenser sa perte d'influence en Égypte suite aux guerres israélo-arabes. Et par conséquent, l'Union soviétique va s'engager à accroître le potentiel militaire de l'armée somalienne. Donc vous allez avoir 1600 conseillers soviétiques qui vont débarquer dans le pays et qui va être accompagné de plusieurs livraisons de matériel, des Mi-15, des MiG-17, des bombardiers Ilyushin 28, des T-34 et surtout de nouveaux T-54, ce qui est nouveau pour la Somalie, qui est bien plus moderne que les T-34, de l'artillerie, etc. Et en échange, l'URSS se voit concéder l'utilisation du port de Berbera ainsi que des aérodromes somaliens. Parallèlement à cet équipement, Siad Barre va accroître les effectifs de son armée. De 10 000 hommes à la fin des années 1960, elle passe à 12 000 en 1970, 17 000 en 1973, 22 000 en 1976 et 35 000 en 1977. Alors si à un moment donné l'arrivée au pouvoir du Derg
en Éthiopie a pu faire douter un peu de la continuité de cette aide matérielle. En réalité, mais ça j'expliquerai tout à l'heure, le fait que le DERG ait continué à importer du matériel américain a fait que, par effet d'opposition, Moscou a décidé d'accroître son aide militaire à Mogadiscio à partir de 1974. Si bien qu'entre cette année et 1976, c'est une centaine de chars T-34 et T-54 qui vont être livrés, toujours des MiG-15, des MiG-17 et des Ilyushin 28, mais surtout un équipement bien plus moderne, notamment 24 MiG-21. Donc en 1977, à la veille de la guerre, les forces terrestres de l'armée somalienne sont alors composées de 35 000 hommes, équipés de 250 chars, 200 T-34 et 50 T-54, ainsi que 310 véhicules blindés, dont 60 BTR-40 et 250 BTR-52. Le tout est organisé alors en 4 brigades blindées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces brigades blindées sont en fait une association de chacun des 4 bataillons blindés équipés de T-54, avec un bataillon mécanisé et un bataillon d'artillerie équipé du canon D-30 de 222 mm. Outre ces 4 brigades blindées, on va trouver également 5 brigades motorisées, dont 4 déploient des BTR-60, 8 brigades d'infanterie, 3 brigades d'artillerie, dont une équipée du BM-21, c'est ce fameux lanceur de roquettes, et les autres sont équipés chacun de 36 pièces de canon. On a également une brigade de missiles sol-air, une autre de défense antiaérienne et 2 bataillons de chars T-34. Donc l'ensemble est organisé en 4 divisions, dont les 2 principales sont la 26e dite Nord. Donc vous avez compris pourquoi elle est surnommée ainsi, parce que son QG est situé dans le nord du pays, à Tuguajalé. La 60e division, qui est plutôt, elle, dans le sud du pays. Et vous avez 2 autres divisions secondaires, puisqu'elles comportent beaucoup moins de brigades. La 54e, dont le QG est à Garowe, et la 21e à Dousamareb. Alors j'ai oublié de le préciser, pour la 60e, c'est à Beidoa. Alors selon Cooper, avec la mobilisation des réserves, on arriverait à 22 brigades d'infanterie et 10 motorisées, ainsi qu'une 4e brigade d'artillerie. Mais j'ai pas plus de détails concernant leurs effectifs et leur situation. Concernant les forces aériennes de Mogadiscio, alors là les chiffres varient beaucoup. On aurait entre 32 et 44 MiG-15 et MiG-17, 32 MiG-21, dont une partie certes à l'escadron d'entraînement, 3 bombardiers Ilyushin 28, 4 hélicoptères Mi-24 et 8 Mi-8. Alors l'ensemble des escadrons est organisé en 2 ailes, chacun ayant son QG, l'un à Hargeisa et l'autre à Baidoa. Alors tous ces escadrons opèrent depuis leur base principale à Mogadiscio, à Hargeisa, Eidoa et Berbera et d'autres. Si le début des années 1970 correspond pour l'armée somalienne à une période de montée en puissance, pour l'armée éthiopienne, c'est plutôt un déclin qui s'opère. Plusieurs événements vont la plonger dans la tourmente. Déjà, durant la période impériale, avant 1974, une grande partie de cette armée est captée par la rébellion en Érythrée, 15 à 20 000 hommes selon Mantoux, ce qui correspond à la première et à la 2e division. Et on peut dire que les soldats éthiopiens ont beaucoup de difficultés face à cette guérilla. Les difficultés d'ailleurs sont telles que l'empereur Sélassié va devoir se rendre à Washington en 1973, visite que vous êtes en train de voir ici, afin de quémander une aide militaire. Bon, au final, il n'obtient pas grand-chose, si ce n'est quelques chars M60, une poignée d'instructeurs qui va se maintenir à l'académie militaire d'Harar, et des F5, et encore cédés par l'Iran à la demande des États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans le début des années 70, dans les États-Unis, on est dans une période de désengagement. Après s'être fortement investi, notamment par le biais de la guerre du Vietnam, là on est plutôt à une période de repli des États-Unis qui fait que en gros tous ces alliés doivent se débrouiller. Vous voyez les revirements de la diplomatie américaine, ça date pas de Trump. Donc ça fait pas les affaires de l'armée éthiopienne puisque les pièces détachées commencent à manquer et le parc de véhicules blindés vieillit et même devient carrément obsolète.
Eh bien, c'est de cette armée impériale déclinante que le Derg hérite en 1974, et autant vous dire que la situation de chaos de l'Éthiopie entre 1974 et 1976 ne va qu'accroître les difficultés de cette armée. Alors, si le Derg conserve une partie de la structure impériale de l'armée, on a toujours les 4 divisions, encore que la première division perd sa dénomination de garde impériale pour devenir une division parmi les autres. Une 5e division nommée Nebelball, c'est-à-dire Flamme, est formée avec l'aide d'instructeurs d'Israël. En revanche, ce qui change, c'est que désormais, les meneurs de la révolution sont aux commandes non seulement de l'armée, mais aussi du pays qui est mis au service de l'armée. Alors, bien que le Derg ait une orientation politique proche du communisme, l'URSS ne va pas aider pour autant l'armée éthiopienne, tout simplement parce que Brejnev ne veut pas lâcher son allié traditionnel, Siad Barre et la Somalie, et ce qui, par un effet d'opposition, va encourager les États-Unis à jouer leurs cartes, et dans les années 75-76, eh ben, ils vont accroître leur aide militaire qui, paradoxalement, avait été minimisée du temps de Sélassié. Donc des chars M60, des chasseurs F5, des missiles Maverick et Sidewinder vont être livrés à l'Éthiopie. Alors attention, c'est pas non plus une aide militaire qui va atteindre les niveaux de ce que l'URSS a livré à la Somalie à la même période, mais il n'empêche que cet appui américain décourage d'autant plus l'URSS à livrer des armes à l'Éthiopie. Si bien que lorsque la guerre éclate, l'armée éthiopienne comporte, selon Robert Patman, 47 000 hommes, 78 chars de combat, dont 24 M60 Patton et 54 M41 Walker Bulk, ainsi que 156 véhicules blindés, dont 90 M113 et 56 AML 60. Mais cette armée, elle est étalée, éparpillée. J'ai déjà dit, il y a une grande partie de celle-ci qui combat en Érythrée, notamment la première et la deuxième division. Et en réalité, seule une division avec 4 brigades d'infanterie va couvrir la totalité de la frontière de l'Ogaden. Et encore, on parle de brigades d'infanterie, mais en réalité, ce sont des effectifs amoindris, car suite au redéploiement, vous avez des bataillons qui ont été prélevés dans certaines de ces unités pour être ensuite redéployés dans le nord. Donc, brigade d'infanterie, oui, mais en réalité, que de nom. Alors cette 3e division qui couvre la frontière de l'Ogaden est constituée de la 5e brigade d'infanterie située à Godé, de la 9e brigade d'infanterie qui s'est retranchée à Kebri-Dahar et de la 11e brigade d'infanterie postée à Deguabour. Alors je sais qu'il y a la 10e brigade d'infanterie mécanisée qui fait partie aussi de cette division, mais j'ai aucune information sur sa position. En revanche, un peu plus au nord, à Jijiga, il y a la 92e brigade d'infanterie mécanisée, mais qui, elle, n'appartient pas à la 3e division, mais à ses premières unités de miliciens dont la formation commence à être achevée. Rappelez-vous, je vous avais déjà évoqué ça dans l'épisode précédent, à partir de février 1977, des paysans vont commencer à être instruits par des instructeurs cubains et formés en milices constituées dans le camp de Tatek. Et à la mi de cette année 1977, les premières unités commencent à être achevées, et dont celle dont je viens de parler, c'est-à-dire la 92e brigade d'infanterie mécanisée. Alors j'ajoute que en tout, 120 000 de ces hommes vont être formés, c'est-à-dire 10 divisions, mais en réalité, seules la 2e et la 5e vont participer à la guerre de l'Ogaden. Pour ce qui est des forces aériennes, selon Tom Cooper, l'Éthiopie disposerait à ce moment-là de 20 à 25 F5, le 5e et le 9e escadron de chasseurs, de 32 F-86 qui équipent le 1er et le 4e escadron de chasseurs bombardiers, de 3 escadrons d'entraînement équipés de matériel divers, que ce soit des Saphirs, des Saab B-17 ou des T-28, d'un escadron de transport qui comporte 20 C-47, 2 C-54 et 9 C-19,
et enfin d'un escadron d'hélicoptères composé de 3 SA-316, auquel il faut ajouter les 16 hélicoptères UH-1H de l'aviation, mais qui est attaché à l'armée de terre. Alors le tout opérant depuis 3 bases principales, Debrecen, Diredhawa et Asmara, qui est située en Érythrée, avec suffisamment de pièces détachées pour maintenir un haut niveau de disponibilité. Ça va avoir son importance, vous verrez tout à l'heure. Bien, alors maintenant, si on fait un bilan au moment où les premiers chars somaliens franchissent la frontière éthiopienne le 13 juillet 1977, on peut dire que l'armée somalienne est globalement inférieure en nombre, même si en réalité elle est supérieure sur les points précis de l'attaque du fait de sa concentration et à l'inverse de l'éparpillement de l'armée éthiopienne. Cette armée somalienne dispose également d'un équipement bien plus nombreux, 3 fois plus de chars et surtout plus moderne, disposant d'une supériorité qualitative. Une seule branche fait exception, c'est l'aviation, où là, au contraire, c'est la Somalie qui dispose certes d'une supériorité numérique, mais c'est l'aviation d'Addis Ababa qui est bien plus expérimentée, entraînée, et possède une avance technologique, notamment grâce au F-5. Alors vous avez pu remarquer que j'ai laissé de côté les forces navales, tout simplement parce qu'elles ne vont pas jouer un rôle prépondérant durant ce conflit. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et bien maintenant qu'on a fait le portrait des deux armées, il ne nous reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la guerre de l'Ogaden. Et bien ça, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode, qui devrait arriver d'ici peu. Voilà, et bien profitez bien de vos derniers jours de vacances pour ceux qui y sont. En tout cas, longue vie et prospérité.